on va parler immobilier et on va décrypter une facture à payer suite à des travaux que j'avais commandés il y a environ 2 mois, bien évidemment. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire, pourquoi j'ai fait ces travaux, quelle va être l'incidence fiscale de ces travaux, qu'est-ce que j'ai vérifié avant de signer le devis, qu'est-ce que je vais vérifier avant de payer la facture, et ainsi de suite. L'idée du live du jour est liée à une facture que j'ai reçue aujourd'hui. Je la montre à l'écran pour ceux qui sont sur TikTok en live pour pouvoir la voir, qui est une facture d'un couvreur suite à ma demande il y a environ 2 mois de poser un Velux dans un appartement dont la salle d'eau était aveugle. Donc c'était une pièce qui était refaite à neuf avec une VMC, tout va bien, mais qui n'était pas jojo parce qu'il n'y avait pas de lumière naturelle. Vu que je suis propriétaire de l'immeuble complet, j'ai pas de souci de copropriété. Et quand j'ai reçu le préavis de la locataire actuelle, je me suis dit, bah tiens, vu que je cherche des travaux pour baisser ma fiscalité, on va en parler, et bah, je vais poser un Velux et je vais aussi changer les fenêtres. Mais là, c'est du Velux dont je veux vous parler. Alors, donc il y a 2 mois, je me lance, il y a quelqu'un qui me dit, ne faites pas les travaux, c'est de l'arnaque. Ah bah, moi, je pense tout l'inverse. Par contre, je vais conseiller aux auditeurs de ne pas faire les travaux eux-mêmes pour 2 raisons. Pour des raisons de fiscalité et pour des raisons de revente. Donc il y a 2 mois, j'envoie mon couvreur sur place pour prendre les cotes et je reçois un devis, un petit peu plus de 3 000 € quand même, pour poser un Velux, parce qu'il y a nécessité d'une nacelle, il y a création du chevêtre dans la charpente, il y a raccord placo, fibre de verre, peinture, etc. Donc quand même un peu plus de 3 025 € pour un Velux qui n'est pas très grand, un 55 par 78. Ça m'a quand même coûté un petit peu plus de 3 000 €. Mais, vous allez voir qu'il y a un intérêt fiscal. C'est 3 025 € que je paye, j'ai fait le chèque aujourd'hui, parce que je suis content du chantier, il s'est bien passé. Je vais avoir 1 500 € d'économie d'impôt. Allez, je ne fais pas de suspense, je vous le dis direct, 3 025 € payés à mon artisan, mais finalement 1 500 € vont réellement sortir de ma poche pour améliorer le confort de mes locataires et ainsi de suite. Et 1 500 € viendront en réduction d'impôt, 100% légal évidemment, c'est les textes qui le prévoient. Alors, les précautions que j'ai prises avant de payer cette facture, c'est de bien demander l'attestation d'assurance décennale à mon couvreur. Ça, c'est indispensable parce que le jour où vous allez revendre le bien immobilier, ça va vous permettre de dégager votre responsabilité en effectivement indiquant que les travaux ont été faits par un professionnel, et l'acheteur va bénéficier lui-même, va reprendre votre droit à la garantie décennale de l'entreprise. Donc, travaillez forcément toujours avec un devis, ça c'est indispensable, et demandez idéalement, avant le début des travaux, dans tous les cas, avant de payer les factures, l'attestation d'assurance décennale de l'entreprise. Attention, si vous êtes par exemple en fin d'année, début d'année, ce qu'il vous faut, c'est l'attestation décennale de l'année de réalisation des travaux. Je rebondis rapidement sur un sujet d'Ivan qui nous dit sauf que les pros facturent 40% en plus. Ok, bah évidemment, faire les travaux par une entreprise, ça coûte beaucoup plus cher que si tu les fais toi-même. Si tu prends mon exemple, on en parlera plus tard dans le live, mais sur mes revenus locatifs, j'ai une fiscalité de 47,2%. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Moi, j'ai une TMI de 30%, donc ça, c'est différent à chacun. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et on a 17,2%, et ça, c'est pour tout le monde pareil, de prélèvements sociaux. Donc moi, j'ai une fiscalité à 47,2%. Donc, certes, on peut être d'accord avec toi en disant que les entreprises facturent 40% de plus, ok, mais moi, le fait de passer par une entreprise, avec la main-d'œuvre et autres, d'avoir une facture, me permet 47,2% d'économie d'impôt. Donc, je reste gagnant. Je rebondissais rapidement à ce commentaire. Alors, je vais rentrer dans le pratico-pratique du détail de la facture sur les conseils que je vais vous donner, qui sont très, très importants pour valider la déduction fiscale. Vous voyez en haut à gauche, il y a mon nom, Patrick Magalès, et il y a mon adresse personnelle. J'habite à côté de Caen, en campagne. Mais c'est pas là que j'ai fait poser le Velux. Et il est très, très, très important que la facture de l'artisan mentionne l'adresse du chantier. Parce que le chantier, il est à Argentan, et non pas dans ma maison. Si je faisais l'erreur de ne pas être vigilant à chaque fois, et que je n'avais pas l'adresse du chantier, déjà, en cas de contrôle fiscal, la facture serait boulée. Donc, premier point important, vos coordonnées à vous, mais les coordonnées, l'adresse du chantier. Deuxième point important, un libellé de travaux qui est bien détaillé pour bien vérifier que les travaux que vous réalisez sont conformes à la déduction possible, donc que ce sont des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration, mais pas des travaux d'agrandissement ou de reconstruction parce qu'ils ne sont pas déductibles. Donc les factures doivent être bien détaillées. Ça, c'est un point très important.
Autre point important, parce qu'on arrive en fin d'année, la date de paiement. On croit souvent que la date importante pour la déclaration d'impôt, c'est la date de la facture. Et non, pas du tout. C'est la date du paiement qui est importante. Prenons mon exemple. Je viens de recevoir cette facture début octobre. Mais j'aurais très bien pu attendre début janvier, notamment en accord avec mon artisan, pour la régler. Et ça aurait eu une importance sur ma déclaration d'impôt. La facture de date de 2023, je paye en 2023, je déduirai sur les revenus locatifs, les revenus fonciers de 2023 cette facture. La facture date de 2023, mais je ne la paye qu'en 2024, c'est un peu pareil pour les charges de copropriété, la déduction fiscale ne se prendra que pour 2024. On a Ivan qui nous dit « Montre-nous tes biens sur le site des impôts ». Écoute, je n'ai rien à te prouver, mon ami. Si le live te plaît, tant mieux. Si le live ne te plaît pas, tu peux aller ailleurs. Et on a quelqu'un qui nous dit « Comment ça se passe si on n'a pas de devis, vu qu'on fait les travaux nous-mêmes ?» Alors ça, Daniel, c'est une vraie question. Je vais prendre plaisir à y répondre. Si on parle bien de revenus fonciers, donc location nue, revenus fonciers, est-ce qu'on peut déduire l'achat de matériel de travaux qu'on fait soi-même? Oui, mais il y a plusieurs conditions. La première, c'est qu'il faut que tu aies des factures, et non pas des tickets de caisse. Il faut que tu aies des factures des matériaux que tu as achetés. Il faut que la facture des matériaux que tu as achetés mentionne l'adresse du chantier. Deuxième point important. Troisième point important, il faut que les matériaux correspondent à des travaux déductibles, donc des travaux d'entretien, réparation, amélioration, et non pas des travaux de reconstruction. Je le synthétise pour que ce soit bien compréhensible pour tout le monde. Oui, on a le droit de réaliser des travaux soi-même. Oui, on a le droit de déduire de ses revenus fonciers l'achat des matériaux, mais seulement si on a une facture et non un ticket de caisse, à l'adresse du chantier et non à votre adresse personnelle, et que les travaux sont bien des travaux qui rentrent dans la déductibilité. Fred, merci de me défendre. Tu me suis souvent sur mes lives, alors j'aime pas m'étaler, mais si j'avais envie allez, on va dire de titiller Ivan, oui, j'ai une trentaine de biens locatifs et j'en suis fier et je les ai eus moi-même, je ne les ai pas hérités, je les achète en faisant des emprunts immobiliers et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Est-ce qu'il y a une ou deux questions auxquelles je n'ai pas répondu? Je rappelle, on est sur un live immobilier, réaction à des travaux que je viens de faire dans un de mes immeubles de rapport, pose d'un Velux, la facture je l'ai reçue aujourd'hui, je la paye aujourd'hui, un petit peu plus de 3 000 €. Et j'expliquais notamment au début de ce live que sur ces 3 025 €, c'est le montant précis de la facture qui sort de ma poche, j'économiserai l'année prochaine quasiment 1 500 € d'impôts. Donc le Velux ne va pas être gratuit pour moi, bien évidemment, mais sur les 3 025 € que je vais payer à l'entreprise, moi dans ma situation, dans ma fiscalité, j'aurai 47,2% d'économie d'impôt. Donc j'aurai environ 1 500 € du devis à ma charge, du Velux, pardon, 1 500 € du Velux à ma charge, et environ 1 500 € du Velux qui seront pris en charge, on va dire, par mes impôts. C'est évidemment légal et normal. Les conseils que je donnerai ici sur ce podcast ou sur ce TikTok sont évidemment dans le respect strict, et c'est bien évidemment normal, de la légalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, merci Frédéric, encore une fois. Comment peut-on enchaîner les biens locatifs sans être embêté avec le taux d'endettement SCI/IS? Alors, moi, j'ai investi majoritairement de 2015 à 2022, donc j'ai eu des années où il était plus facile, mais encore qu'à l'époque, on ne savait pas qu'elles étaient plus faciles. C'est avec du recul qu'on pense qu'elles sont plus faciles. Mais effectivement, la SCI à l'IS peut être une solution à un taux d'endettement bloquant. Ça a été mon cas en 2020. En 2020, ma banque et le CIC m'a dit « Monsieur Magalès, c'est fini, l'endettement personnel, vous en avez trop. Donc, soit on arrête de vous financer, soit il faut ouvrir une SCI à l'IS, parce qu'une SCI à l'IR, ça ne sert à rien, d'un point de vue en tout cas endettement bancaire. Donc oui, ça peut être une solution. C'est une solution, mais la SCI à l'IS, elle a plein d'autres inconvénients cachés. Le coût de fonctionnement qui est important, le coût de création, le coût de fermeture, la CRL, contribution sur les revenus locatifs dont personne ne parle mais qui existe, et surtout l'absence d'impôt pendant quelques années grâce à l'amortissement, mais l'impôt d'un coup est très 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 fort lors de la revente avec la plus-value des professionnels. Alors, Sissi qui nous dit rien à voir, mais bon, c'est encore de l'immobilier, donc merci pour ta question. Mais est-ce qu'il est avantageux de faire une donation de son vivant? Oui, complètement. Parce que l'État, si on prend l'exemple des enfants, t'autorise, te permet de donner tous les 15 ans 100 000 € à un de tes enfants, ou à chaque enfant, en franchise d'impôt. Et l'abattement, l'avantage se régénère tous les 15 ans.
Donc tu as intérêt de faire ça de ton vivant si tu vis 15 ans de plus. Je m'explique, si tu fais une donation à un enfant et que tu meurs 3 ans plus tard, en fait l'avantage fiscal il sera bouffé, il ne sera pas régénéré. Donc finalement on ne peut pas le savoir mais il n'y aura pas eu d'intérêt. Par contre si tu fais la donation assez tôt, 50, 55, 60 ans, tu peux raisonnablement espérer, je te le souhaite, vivre au moins 15 ans de plus. Et dans ces cas-là, tu pourras soit à nouveau bénéficier de l'abattement pour tes enfants, ou si tu ne le fais pas, en tout cas, l'abattement qui se reportera sur la succession sera reconstitué. J'espère que c'est clair, mais voilà un peu la réponse à ta question. N'hésitez pas à mettre quelques likes pour qu'on soit plus nombreux, s'il vous plaît, à vous abonner sur le compte. Et je vois quelqu'un qui dit « Enfin, quelqu'un qui s'est codé, putain, merci ». Bon, ça fait plaisir, c'est gentil de ta part. Effectivement, modestement, l'immobilier, ça me passionne à titre perso, mais c'est aussi mon job. J'ai été conseiller en immobilier 10 ans, puis manager d'une agence immobilière, et maintenant je suis agent immobilier, le vrai titre, depuis 5 ans, et j'ai 5 agences. Et à titre personnel, à côté, je fais de l'investissement locatif depuis 2015 dans des immeubles de rapport, et je suis monté à un petit peu plus de 30 lots. Et là, j'en ai vendu, donc j'en ai 17-18 tout seul, j'en ai quelques-uns avec ma femme, et j'en ai quelques-uns avec mon meilleur ami. Certains en nom propre, certains en SCI à l'IR, certains en SCI à l'IS. Et on peut discuter de pourquoi si vous voulez. Donc si je t'ai répondu, cool, tant mieux. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur le sujet de base qui était la réalisation de travaux en immobilier locatif, l'avantage fiscal, les prudences à prendre sur la décennale, sur l'adresse du chantier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions plus tard ? Ah, une bonne question. Donc, je n'ai pas ton prénom, désolé, mais pourquoi la SCI à l'IR ? Car c'est transparent fiscalement parlant. Entre parenthèses, éviter l'indivision, point d'interrogation. Tu as tout à fait raison. La SCI à l'IR, je l'ai fait en 2018. SCI deuxième patrimoine, parce que je sais qu'il y en a qui mettent toujours les choses en doute, donc vous pouvez aller voir sur société.com. Je l'ai fait avec mon meilleur ami parce qu'on voulait investir dans de l'immobilier classique. On voulait acheter un immeuble de rapport qu'on avait vu, les choses qu'on a fait. On l'a acheté à Caen. On ne voulait pas de l'IS parce qu'on voulait faire des travaux, on voulait la déductibilité sur les revenus fonciers, on voulait du déficit foncier et on avait l'idée de revendre tôt ou tard, on ne l'a pas encore fait, mais voilà. Donc la SCI à l'IS, elle ne s'y prêtait pas pour nous. Par contre, pourquoi on s'est embêté à créer une SCI à l'IR ? Parce qu'on aurait pu acheter en nom propre et être en indivision. Sauf que pour moi, c'est très dangereux, notamment avec un ami, même si c'est mon meilleur ami. Parce qu'on peut déjà, du jour au lendemain, se fâcher. Bah oui, hein, c'est pas la famille de sang, c'est la famille de cœur. Et on peut surtout, en cas de décès d'un des deux, se retrouver dans une mouise noire qu'on n'a pas choisie. Et la SCI à l'IR permet de rédiger des statuts, de prévoir des choses en cas notamment de décès d'un des associés, avec une clause d'agrément qui fait que si mon meilleur ami décède, je ne vais pas être de facto associé avec son héritière, qui est sa petite fille qui vient d'avoir, qui a 1 mois. Et ça, c'est une situation qui est inconfortable. Donc non, grâce à la SCI à l'IR, grâce au pacte d'associés, je pourrais être prioritaire sur l'achat des parts. Ce qui n'aurait pas été le cas en indivision. Donc, user qui me dit merci pour la réponse, je comprends mieux maintenant. Écoute, c'est un sujet assez technique, j'essaie et j'espère être clair dans mes réponses, mais merci à toi pour la question, parce que c'est ça qui fait avancer le live. Et on a 1000 qui nous dit Fred est partout, c'est vrai que Fred est toujours dans les lives immobiliers, ça doit être un sujet qui l'intéresse comme moi. Ah, 1000 qui nous pose une bonne question. Est-ce que les travaux seront déductibles au moment de plus-value non propre ? Eh ben non, 1000. C'est le principe en fiscalité de la non-double déductibilité. Si j'ai passé cette facture-là, et je vais le faire, en revenu foncier, en déclaration de revenus fonciers pour baisser mes prélèvements sociaux et mon impôt en 2023, tac, et ben cette facture-là, au moment de la plus-value, je peux la déchirer parce qu'elle ne sera pas prise en compte. C'est le principe de la il est dur à dire le mot, mais vous m'avez compris. C'est pour ça que moi, en tant qu'agent immobilier, quand je rencontre un client qui me dit je vends un bien locatif, je vais avoir des factures pour déduire sur la plus-value. Première question, c'est les avez-vous déjà déduits de vos revenus fonciers ? Parce que si vous les avez déjà déduits, c'est mort. C'est le principe de la non-double déductibilité. Alors, ok, est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas vues ? On parle travaux, on parle immobilier. Ah, on a Daniel qui me dit comment estimer un coût de travaux par mètre carré. Super compliqué, Daniel, parce qu'il faudrait savoir déjà quels travaux. Là, tu me dis travaux, ça veut tout dire et rien dire. Et malheureusement, la région dans laquelle tu es influence énormément. L'accessibilité au chantier influence. Moi, je l'ai vu, les rares fois où je fais des
travaux en plein centre-ville, mes artisans me prennent plus cher qu'en campagne où l'accessibilité du camion, de la benne, etc. est facile. Donc il y a trop de paramètres pour te donner un coût de travaux au mètre carré. Je peux juste te donner mon exemple personnel qui n'engage à rien. C'est que en 2015, 2016, 2017, quand je vais commencer à cartonner en immobilier, en faire beaucoup, j'arrivais à faire des rénovations assez complètes dans des immeubles de rapport à moins de 1000 euros du mètre carré. 6, 700, 800, 900. Je faisais tout faire. Après, je faisais bosser un auto-entrepreneur par-ci, un vrai artisan par-là. Mais bref, c'était que du déclaré, etc. J'arrivais à être à moins de 1000 euros du mètre carré. Là, j'ai fin 2022 rénové un local commercial, mais comme si je le rénovais en appartement. Doublage, placo, isolation, fenêtre, électricité, plomberie, etc. Et j'ai été à plus de 1500 euros du mètre carré. Donc voilà, tu vois que l'inflation est passée par là et que les travaux coûtent beaucoup plus cher. Après, les travaux, ils ont un intérêt fiscal et le fait de les faire par des entreprises vous protège énormément en cas de revente. J'ai des clients qui sont en procédure contre leurs acquéreurs et qui doivent se mordre les doigts d'avoir cru faire une économie à l'époque en faisant les travaux eux-mêmes et pas par un professionnel. Parce que ça change toute la donne en cas de revente. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? N'hésitez pas, hein, c'est le but de ce live, sinon je le clôture, je vous quitte et je vais manger. Mais s'il y a des questions, j'y réponds avec plaisir. Mettez aussi quelques petits likes pour encourager TikTok à montrer le live à d'autres personnes. Ce live-là, je l'enregistre également, je le republierai en podcast sur les plateformes d'écoute, sur Spotify, Apple Podcast, etc. Ah, un user qui nous repose à nouveau une question. Comment savoir si la garantie décennale est toujours d'actualité? Je pense également prendre une vidéo. Alors, la bonne nouvelle de la garantie décennale, c'est qu'il n'y a pas de notion d'actualité. Imagine que tu as fait des travaux en 2018. Tel type de travaux. À l'époque, en 2018, tu as demandé à ton artisan, en même temps que sa facture, son attestation d'assurance décennale. L'attestation qu'il t'a fournie était bien celle de la bonne année, 2018, et était bien concernant des bons travaux. C'était bien, par exemple, un électricien qui t'a fait des travaux d'électricité et non pas un électricien qui t'a fait du placo, parce que des fois, ils ne sont pas couverts. Mais dans l'hypothèse où tu as la facture de la bonne année, la décennale, et qui est conforme aux travaux, eh ben, elle sera valable pendant 10 ans. Même si la société disparaît, même si l'année suivante, l'artisan change de décennale ou n'est plus à jour de ses cotisations. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour l'année en cours. Donc, il faut être vigilant quand vous demandez, notamment avec du retard, à un artisan son attestation décennale. Vérifiez qu'il vous donne celle de la bonne année, parce que sinon, on s'en fout, hein, en disant la chose comme ça ne sert à rien. Et vérifiez que les travaux sont bien conformes. L'exemple vraiment type, c'est par exemple le plombier qui vient vous refaire une salle de bain. Donc, il est normalement couvert en décennale pour tout type de travaux de plomberie, hein, PER, cuivre, patati patata, mais il peut ne pas être couvert pour, par exemple, la réalisation de carrelage, faïence ou placo. Et des fois, le plombier, il sait faire, c'est pas le débat. Et il vous dit, écoutez, monsieur Untel, vous m'avez demandé de refaire la douche, mais là, il faudrait refaire une cloison en placo, il faudrait la faïencer, etc. Et vous croyez qu'il est couvert et il peut ne pas l'être. Donc, une décennale, ça se demande et ça se vérifie. Non, c'est l'un ou l'autre, Mille. Tu me demandes si les travaux sont faits par un pro, est-ce qu'ils peuvent être déductibles en revenus fonciers, en plus-value aussi? C'est l'un ou l'autre, c'est le principe de la non-double déductibilité. Par contre, il y a une vraie différence. Les travaux faits par soi-même, c'est une question qui m'a été posée plus tôt dans le live, sous condition, je le répète et j'ai expliqué pourquoi plus tôt, peuvent être déduits des revenus fonciers. Les travaux faits par soi-même peuvent être déduits des revenus fonciers. Par contre, les travaux faits par soi-même ne peuvent en aucun cas être déductibles de l'imposition des plus-values. Qu'est-ce qu'on nous demande? On a un user qui dit falaise, point d'interrogation. C'est quoi la question de falaise? On a Julie qui nous dit tu es mignon, merci, c'est gentil. Alors je sais pas si ça se voit, hier j'ai été faire du squash, donc on dirait que je suis maquillé sur un œil, mais c'est un cocard, je me suis mis moi-même un coup de raquette, donc j'ai une tête un peu bizarre aujourd'hui. D'un côté, j'ai un début de cocard qui a commencé depuis hier soir. Ramzi qui nous dit est-ce que pour un achat c'est mieux de créer une SCI? C'est ni mieux ni moins bien, c'est complètement différent. Déjà la SCI, il est bon de rappeler qu'elle ne se fait qu'avec deux associés, certes qui peuvent être personne physique, personne morale, patati patata, mais ça ne se fait que quand on est deux. Donc déjà, il y a plein de clients qui viennent me questionner sur la SCI, je lui demande vous achetez tout seul ou à plusieurs? Tout seul. Je leur dis déjà oubliez la SCI, sauf des montages très compliqués mais qui sont réservés à des gens expérimentés et aguerris. Et après, la SCI, elle a, oui, certains avantages.
notamment l'amortissement du bien immobilier hors foncier, mais ça, cet avantage-là, il existe également dans le cadre de la location meublée, avec par exemple le régime LMNP au réel. Donc la SCI, c'est vraiment pas magique. Il faut vraiment arrêter de mettre la SCI sur un piédestal. Moi, j'en ai deux des SCI, et j'y vois plus d'inconvénients que d'avantages. Je suis plus content de mes achats immobiliers faits en nom propre, tout seul, que de mes achats faits en SCI où je suis associé avec ma femme et mon meilleur ami. Alors Lauriane, je n'ai pas compris ta question. Comment faire pour avoir une succession sans payer de taxes lors de l'achat de maison? Reformule s'il te plaît, je ne l'ai pas compris. En live en tout cas, je n'ai pas compris la question. Hamza qui me fait sourire, le commentaire d'Hamza. Alors est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas vues au-dessus? Souchia qui est complètement d'accord avec moi, un tarif de rénov ne se fait pas au mètre carré suivant les prestations, le tarif change, on est 100% d'accord. Les prestations, l'endroit où on les fait, la région dans laquelle on les fait, donc c'est bien pour ça que je ne m'engage jamais là-dessus. Tout comme dire qu'on peut estimer un bien immobilier au prix au mètre carré, en zone rurale ça n'a aucun sens, et en zone urbaine ça a peu de sens. On a un Portugais qui nous rejoint, parce que je reconnais du Portugais j'ai la double nationalité, donc je reconnais. Alors, c'est quoi les questions? SVP, numéro TVA seul pour plusieurs logements à louer courte durée. Pas compris la question non plus, il n'y a pas de question. Il faut en moyenne un apport de quel montant pour se lancer en SCI? Alors déjà, il faut quelques milliers d'euros pour la créer, la SCI. Alors même si tu le fais toi-même, sans faire appel à un avocat ou un notaire, chose que je vais te déconseiller, mais même si tu le fais toi-même, une SCI ne se crée pas pour moins de 5, 600, 700 euros. C'est le grand minimum. Il faut faire des formalités et il faut faire une annonce légale dans un journal. Et ce n'est pas le prix d'une petite annonce. Hein. C'est tarifé, ça coûte 200 ou 300 euros minimum une annonce légale. Donc une SCI, déjà, je te conseillerais d'avoir 1500, 2000 euros pour la créer, 1000 euros de capital social à mettre dedans, et 3-4 000 euros à mettre sur le compte déjà pour aller voir la banque avec quelque chose qui tient la route et une SCI qui vient d'être créée et qui a une petite trésorerie de quelques milliers d'euros. Donc je te dirais que pour créer la SCI, je conseillerais d'avoir 5-6 000 euros de côté. Et après, qui va demander le prêt à la banque peut encore se faire financer avec 0% d'apport. Oui, ça existe encore, mais c'est de plus en plus rare. Dans l'idéal, il te faudra aller montrer page blanche à la banque, en SCI avec 10% d'apport. Merci pour les likes, je vois plein de likes passer, c'est cool. Alors user, je vois ta question, pourquoi tu veux... Alors qui achète et pourquoi vouloir forcément le faire en société avec une TVA et de l'IS? Pourquoi ne pas le faire éventuellement en nom propre et être tout simplement soumis à l'imposition des plus-values immobilières? On verra plus tard ta réponse. Philippas qui dit ok merci, bon bah, c'est cool, je ne sais plus à quelle question j'ai répondu de ta part Philippas, mais tant mieux si ça t'a plu. Ah, user qui nous dit car c'est ma société de marchand de biens, alors là on est sur quelque chose de technique, déjà c'est pas quelque chose que je maîtrise aussi bien que d'autres sujets, et si tu es en société avec marchand de biens, tu as un comptable, et c'est à lui de s'engager sur cette réponse-là. Je ne vais pas le faire dans un live TikTok, que je vais en plus rediffuser après en podcast, donc je ne fais pas comme ça à chaud sans trop réfléchir, donner une fausse information qui pourrait m'être reprochée. Je t'encourage à te rapprocher de ton comptable. Je vais répondre dans ce TikTok à des sujets que je maîtrise parfaitement et sur lesquels je peux répondre du tac au tac. C'est-à-dire la location nue, le déficit foncier, la fiscalité des revenus fonciers, le LMNP que je maîtrise assez bien, etc. Ah, user qui nous dit où est-ce que je pourrais trouver un exemple de bail pour location nue en béton armé? Auprès d'un professionnel. Je vais avoir la franchise de te dire que dans mes investissements locatifs personnels, mes baux, et ma femme m'engueule, mes baux font 30-40 pages. Dans mes agences immobilières, vous voyez, je porte le nom d'une marque, c'est ma femme qui gère la gestion locative. Un bail hors annexe, c'est déjà une 50aine de pages, et avec annexe, c'est 300 pages. Ma femme m'a fait rire, ma femme a fait un état des lieux pour moi dimanche, exceptionnellement un dimanche parce que je passais pas loin, bref. D'habitude, c'est moi qui l'ai fait, donc ma femme l'a fait pour moi.
et elle a annexé à l'état des lieux, pour un petit T2, 104 photos. C'est pour vous montrer un petit peu l'importance aujourd'hui de bien border les choses, bien border le bail. Il est super important, notamment si un jour on doit être amené à vouloir délivrer congé à son locataire. Bien border le bail, bien border la clause de révision des loyers, bien border la clause résolutoire. Et l'état des lieux est peut-être aussi, voire plus important que le bail. L'état des lieux, côté propriétaire comme côté locataire, c'est vraiment la pierre d'une bonne relation. Moi, j'ai rajouté dans mes états des lieux à titre personnel, parce qu'à titre professionnel, on a un outil, etc. À titre personnel, j'ai rajouté une page 2, une page de préambule que je fais signer au locataire, comme quoi il reconnaît les conseils donnés et je lui conseille d'être concentré lors de l'état des lieux d'entrée et non pas de regarder à droite à gauche et déjà penser à l'aménagement de ses meubles, ce que font toujours les locataires, d'être concentré, de bien me suivre et de bien me signaler tout ce qu'il voit et que moi je ne peux pas voir. Être amené à ne pas voir, parce qu'une paire d'yeux, ça peut ne pas être infaillible. Angel, je te réponds la même chose, hein. Un ange blond, pardon. Bonjour, peut-on trouver un très bon bail meublé? Je te répondrai la même chose auprès d'un professionnel. J'ai un outil, moi, de rédaction pour mes baux, à titre professionnel, hein, qui s'appelle Modelo. C'est un outil qui est également utilisé par... alors, c'est utilisé par 60% des agents immobiliers en France. L'outil porte un autre nom, mais c'est également ça qui est utilisé par les notaires pour la rédaction des actes et des baux. Et cet outil-là, toutes les semaines, nous met une petite pastille sur les nouveautés. Et quasiment toutes les semaines, entre les révisions, entre les zones tendues, entre les classements, les zonages A, B, C, etc., il y a quasiment toutes les semaines une nouveauté qui se fait toute seule, heureusement, parce que même si on s'intéresse à la jurisprudence et à la veille juridique, on n'arrive pas à se mettre au fait aussi bien que ça. Donc, auprès d'un professionnel pour avoir un bon baux. User qui dit malheureusement, toutes les agences n'ont pas toujours des baux en béton. Alors c'est malheureux si c'est le cas, et c'est pas normal si c'est le cas, parce qu'ils en valent leur responsabilité, hein, quand même. Plutôt un notaire, tu penses? Écoute, j'ai pas d'avis, j'ai un énorme respect pour la profession de notaire, mais j'ai vu des notaires moins compétents que certains agents immobiliers, et j'ai vu des agents immobiliers incompétents également. Donc je te dirais que ça dépend du professionnel sur lequel tu tombes. Tu vas tomber dans certaines études notariales où tu as un bon notaire ou un bon staff impliqué, et là tu vas avoir une promesse de vente ou un bail génial, béton qui tient la route. Et tu peux tomber dans des études moins sérieuses ou alors surtout des grosses études où c'est de l'abattement à la chaîne. Et certes, le bail va être, ou la promesse de vente va être béton sur le papier, mais en aucun cas adapté ou tenant compte des particularités du bien en question et des conseils à donner en fonction. Donc, Johan qui dit, tu penses quoi du BTS profession immobilière? J'en pense que du bien. J'ai commencé par là, et c'est mon seul diplôme d'ailleurs. Enfin, j'ai un bac, mais ça, on s'en fiche. J'ai un BTS profession immobilière que j'ai passé de 2007 à 2009 en alternance, que j'ai obtenu, et que j'ai bien fait d'obtenir, parce que c'est lui qui m'a donné l'aptitude pour devenir agent immobilier, qui est une des deux conditions. Pour être agent immobilier, il faut une condition de moralité, bulletin numéro 2 du casier judiciaire vierge, et une condition d'aptitude, avec l'obtention d'un diplôme au minimum BTS profession immobilière, ou sinon un diplôme de niveau licence ou master de droit. Donc j'en pense que du bien. Et j'ai aussi moi tous les ans des alternants. Là j'en ai deux qui sont en BTS profession immobilière en alternance. J'ai Sacha dans mon agence de Courseul et Maxime dans mon agence de Falaise. Donc j'en pense que du bien du BTS profession immobilière. Notamment quand il est fait en alternance. J'aurais dû le préciser dès le départ. Notamment quand il est fait en alternance. Alors, un ange blond, je n'ai pas compris ta question. Je suppose que le bail service est payant. Combien coûte le service? Alors, si tu parles de la gestion locative, toutes les agences la facturent à un tarif différent. Moi, je la facture à 4,8% la première année. Et les honoraires de rédaction de bail, de constitution du dossier et d'état des lieux d'entrée sont plafonnés par la loi Allure à 11 € du mètre carré dans la région. La rédaction de bail, donc moi, je ne la dissocie pas du reste, mais la totalité, donc pour le bailleur, rédaction de bail, visite, constitution de dossier, rédaction de bail, état des lieux d'entrée, c'est 11 € du mètre carré. Donc si tu as un appartement de 40 mètres carrés, je vais facturer 440 € au bailleur. Et pour ce prix-là, je vais faire les visites, je vais faire le bail, je vais le faire signer, prendre les actes de garantie le cas échéant, et je vais dresser un état des lieux d'entrée. Et on peut, de façon optionnelle, proposer à nos bailleurs pour environ 3% de plus une garantie de loyer impayé, 2,9% pour être précis.
User qui nous dit, pour créer une société, est-il préférable de passer par un notaire ou un comptable? Alors, pour créer une société, notamment dans l'immobilier, par exemple, une SARL de famille ou une SCI, oui, je conseillerais le recours à un professionnel. Je conseillerais le recours à un bon professionnel. J'essaierai de me fier aux avis de mon entourage ou aux avis clients, avis Google, j'en sais rien, parce que tous les professionnels ne se valent pas du tout. Mais effectivement, je passerai par un notaire ou un comptable ou un avocat. Moi, j'ai créé 2 SCI. La première a été créée par un avocat en droit des affaires. La deuxième a été créée par un notaire. Mina qui nous dit c'est le bon moment pour acheter, c'est toujours le bon moment pour acheter dans l'immobilier. Dans l'immobilier, l'atout est le temps qui passe qui fait qu'on rembourse ses prêts ou qu'on les fait rembourser par ses locataires. Donc c'est toujours le bon moment pour moi pour acheter l'immobilier. Alors un ange blond, moi, ce n'est pas un service que je propose. Peut-être que certaines agences le proposent, de rédiger. Mais moi, déjà, je ne conçois pas de rédiger un contrat juridique pour quelque chose que je n'ai pas vu. Donc moi, moi ou mon staff, évidemment, un compromis ou un bail, je ne le rédige que d'un appartement ou d'une maison que j'ai visité et dans lequel j'ai vu les éventuelles particularités. Et il y en a toujours, notamment pour une vente ou un achat, mais même pour un bail. Donc je ne sais pas si ce service-là existe, de faire rédiger uniquement un bail. Si c'est le cas, un ange blond, mon avis là-dessus, alors je ne vais pas du tout critiquer l'entreprise PAP, j'en pense ni du bien ni du mal, mais je pense du mal d'une société qui rédige un acte juridique d'un bien immobilier qu'elle ne connaît pas. Parce que dans tout bien immobilier, il y a des particularités qu'il est bon de rappeler. Pensez à annexer le règlement de copro quand on est sur un appartement en copro, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai du mal à voir comment à distance on peut adapter le contrat au bien. Alors Mina, je l'ignore. Alors déjà, je te dirais que si c'est pour du locatif, je dis bien que si c'est pour du locatif, c'est une erreur de ne pas faire de crédit. Après, si c'est pour y vivre une résidence principale et que tu as le cash, why not, évidemment. Mais l'emprunt est une bonne chose. L'emprunt pour la fiscalité en locatif est une très bonne chose. Et l'emprunt est aussi une bonne chose pour protéger votre famille. Quand vous faites un emprunt immobilier, pour moi, et que vous êtes papa ou maman, etc., et en faisant un emprunt au lieu de payer cash, vous protégez votre famille. Et je peux vous expliquer pourquoi si certains sont curieux. Des fois, quand je dis ça dans un live, ça fait réagir. En quoi, je répète la question, en quoi le fait de faire un emprunt immobilier pour acheter un bien plutôt que de payer cash, en quoi on protège, selon moi, sa famille, notamment quand on est papa ou maman? Ah, j'ai des internautes qui veulent avoir la réponse. Vous me faites plaisir, sinon j'aurais été un peu emmerdé, et je vais y répondre. Parce que, prenons votre exemple, vous êtes Julien, vous avez 40 ans, vous avez la chance d'avoir 300 000 euros à la banque. Et donc, vous avez vu un appartement à 250 000 euros et vous vous dites, je vais le payer cash. Sauf que si vous faites ça, vous le payez cash et vous avez donc un appartement payé cash et il vous reste 50 000 euros à la banque. Ça, c'est l'option. Malheureusement, parce que personne n'est immortel et qu'on ira tous dans le trou, vous décédez 1 an ou 2 plus tard. Qu'est-ce qui se passe pour vos héritiers, vos enfants? Ils héritent d'un appartement qui est payé et ils héritent de 50 000 euros. Option numéro 2. Vous êtes toujours ce Julien, 40 ans, vous avez 300 000 euros en banque et vous voulez acheter un appartement à 250 000 euros. Vous mettez le strict minimum d'apport possible, 20 000 euros par exemple exigés à la banque, et vous empruntez volontairement tout le reste. Je ne vous souhaite pas de décéder, mais encore une fois, on ira tous. Vous venez à décéder par le jeu des assurances, l'appartement, il est payé pour vos héritiers. La dette, elle revient à 0, et il ne reste en banque à se partager pour les héritiers, non pas que 50 000 euros, mais 280 000 euros dans mon cas. Donc moi, chaque fois que je fais un emprunt immobilier, et j'en fais beaucoup vu que je suis investisseur, j'ai l'impression de protéger ma fille. Je suis papa d'une petite fille qui a 10 ans. J'ai l'impression que c'est une très bonne chose. Parce que vivant à l'instant T, je ne vaux pas grand-chose. J'ai pas beaucoup de liquidité, pas énormément. J'ai pas non plus beaucoup de patrimoine immobilier payé. J'ai même rien qui est payé. Tout est à crédit. Par contre, mort, je ne me le souhaite pas, mais bon, mort, je vaux une petite fortune. Alors, user, tu n'oublies pas les droits de succession. Oui et non. Si je prends mon exemple user, d'un appartement, d'un patrimoine de 300 000 euros, si tu as 3 enfants, aucun droit de succession. Il y a 100 000 euros par enfant par parent. Et si je prends même mon cas user de ma fille, si le patrimoine immobilier en cas de décès est supérieur à 100 000 euros, parce que moi j'ai qu'une petite fille, évidemment qu'il y aura des droits de succession. Tu as tout à fait raison, mais il faut toujours ne pas se tromper de discours. C'est comme quand on parle de plus-value. On ne paye qu'en cas de gain. Et donc, effectivement, la succession, il y aura des droits, dans mon cas à moi. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir des droits et au final avoir un gros patrimoine que de se dire « Ah, génial, il n'y a pas eu de droit, mais il n'y a pas de patrimoine ?» Non,
c'est quand même intéressant, même s'il y a de la succession, des droits de succession à payer à l'État, c'est quand même intéressant pour l'héritier d'avoir un patrimoine bien plus conséquent. Donc c'était un petit point technique, mais j'espère vous avoir appris quelque chose, ou du moins il y a rien de, je vous ai rien appris parce que c'est juste de la logique en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il est plus intéressant, si on vient décéder, nettement plus intéressant pour ses héritiers d'avoir fait un emprunt que d'avoir acheté cash. Benjamin qui met une petite chose de confirmation, c'est cool, merci. Écoutez, s'il reste une ou deux questions, à la limite, j'y réponds. Et sinon, on a déjà fait 40 minutes de live, c'était cool. Vous allez pouvoir le retrouver sur les plateformes d'écoute pour ceux qui aimeraient l'entendre à nouveau. Et voilà. Et user qui nous dit bien sûr, s'il y a des droits, il faut le prévoir pour éviter la revente. Évidemment que c'est l'idéal. Des fois, au bout d'un moment, tu ne peux pas le prévoir. Je prends mon cas, il est à 90% à crédit, mais j'ai un patrimoine immobilier assez conséquent et je suis incapable de prévoir en cas de décès quelque chose de suffisant pour que ma fille règle les droits de succession. Il faudra de toute façon qu'elle vende une partie du patrimoine. Mais c'est pas grave, il en restera 70% environ. SDU qui dit oui, mais j'aime pas l'endettement, c'est pas une situation normale. Alors ça, c'est un avis. Alors moi, j'aime pas l'endettement de conneries. Par exemple, quand j'étais jeune, j'ai fait un crédit pour acheter une bagnole. Ça, jamais je ferais ça maintenant à 35 ans. Donc je fais pas de crédit conso, je fais pas de crédit voiture, etc. Parce que ça, c'est pour moi du mauvais endettement. Par contre, de l'endettement immobilier, pour moi, c'est du très bon endettement. J'en ai beaucoup et j'en aurai encore plus si la banque voudrait bien que j'en ai encore plus. L'endettement immobilier, il est pour moi une très bonne chose. Par contre, je te rejoins que l'endettement, pour avoir acheté un canapé, même si je comprends tout à fait que certaines personnes le fassent, je comprends tout à fait, je ne crache pas du tout dessus, mais ça, c'est du mauvais endettement. L'achat d'une voiture, sauf pourquoi pas une voiture de collection, mais tout ça, c'est du mauvais endettement, mais il y a du bon endettement. Voiture de collection, ça me fait penser à ceux qui s'intéressent aux voitures, notamment anciennes. J'ai un deuxième compte, là on parle d'immobilier, sur les conseils de Patoche, mais j'ai un deuxième compte où je partage ma passion des voitures, parce que je suis un passionné de voitures. J'ai la chance d'avoir 3 voitures anciennes, en partie grâce à l'immobilier d'ailleurs, donc sur un compte qui s'appelle Les Bolides de Patoche, sur TikTok. Vous pouvez suivre mes aventures, non plus immobilières, mais mes aventures véhicules, anciens. On est sur la fin du live, s'il n'y a plus de questions, je vais remercier les gens. J'ai reconnu plusieurs noms de personnes qui sont fréquemment dans mes lives, pourtant je les fais sur un horaire un petit peu différent de d'habitude, sur midi, l'horaire du midi. Je crois qu'il y a eu pas mal de nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte. On parle sur ce compte-là uniquement d'immobilier, à grande dominance locatif, et on traite les sujets qui peuvent être intéressants comme l'allocation nue avec le déficit foncier, les catégories de travaux. On parle souvent du LMNP, où je rappelle toujours les obligations du LMNP que certains ne respectent pas, l'obtention d'un numéro de SIRAT, etc. On parle création de SCI, à l'IR, à l'IS, etc., etc.